On termine les amis donc avec Thierry Dallard qui est avec nous. Bonjour Thierry Dallard. Bonjour. Le président du directoire de la Société du Grand Paris. J'ai écrit le plus grand chantier d'Europe, Thierry, c'est pas le plus grand du monde même. C'est certainement le plus grand chantier d'Europe, c'est probablement le plus grand chantier du monde, mais vous savez, on n'a pas forcément les chiffres dans tous les pays qui développent des métros, mais je pense qu'on n'est pas loin d'être effectivement les premiers au monde. Mais chantier de métro, même chantier tout compris, non? Chantier tout compris, c'est pas simplement un chantier de métro, c'est un chantier urbain. Ouais. Et effectivement, le métro est souvent ce que j'appelle l'arbre qui cache la forêt, parce que effectivement, 200 km, ça semble tellement grand. C'est l'équivalent du métro qui est dans Paris, donc ça marque les esprits. Mais derrière le métro, il y a 200 km de ligne. 200 km de ligne. Là-dessus, il y a combien de kilomètres de tunnels Oh, il y a 95% de tunnels. Ah oui, voilà, c'est ça, parce que j'avais lu, moi, 200 km de tunnels. C'est ça, on n'est pas très très loin, quoi. On n'est pas très loin. Et qu'est-ce qu'il avait dit, le Premier ministre, à un moment? Il avait dit qu'en fait, il n'y avait pas assez de tunneliers en Europe. En fait, au début du quinquennat, le Premier ministre avait effectivement émis quelques craintes sur les tunneliers. En fait, ce n'est pas tant les machines elles-mêmes qui posent un problème. Parce que vous savez, nous avons un fournisseur allemand, Irrknecht, qui en fabrique à peu près 80 par an. Donc vous voyez à peu près la force de production. Là, le record, ça a été l'an dernier. Nous avons eu 20 tunneliers qui creusaient en même temps. Mais en fait, le problème, c'est pas les tunneliers, c'est les hommes et les femmes qui les font marcher. Ah, c'est ça. Parce qu'un tunnelier, c'est une petite centaine de techniciens, d'ingénieurs qui sont là 24 heures sur 24 pour le faire fonctionner, pour l'entretenir. Eh bien, ces gens-là, il faut les former. Et c'est ça qui a été un des facteurs de ralentissement du projet avant les années 2017-2018 pour que les entreprises, finalement, disposent des ressources nécessaires. Personne n'avait, en fait, les ressources nécessaires pour faire tourner ensemble. Je crois qu'il y en aura 21 à un moment dans votre montée en charge. En fait, il y en aura 21 en même temps. Ou non, le pic est passé. Le pic est passé. Le pic, c'était en 2020. C'était 20. C'est facile pour s'en rappeler. 2020, 20 tunneliers. 20 tunneliers. Là, on est déjà en train d'en arrêter. Il y en a déjà 3 qui se sont arrêtés, 3 qui vont s'arrêter très bientôt. Donc, on est en fin de pic. Et la reprise du nombre de tunneliers se fera au cours de l'année 2022-2023. Vous avez en tête la circonférence de ces machines? Ces machines, c'est à peu près 10 mètres de diamètre, un peu moins de 10 mètres de diamètre sur 100 mètres de long. Quand vous êtes dedans, c'est un peu comme un sous-marin, vous y voyez évidemment rien. Et donc le pilote fait ça aux instruments en fonction. C'est une taupe. C'est vraiment une taupe, c'est-à-dire. C'est une taupe. Ouais, c'est ça. C'est une taupe qui avance. Et on étaye derrière. C'est le tunnelier étaye lui-même ou Le tunnelier étaye lui-même. C'est une machine-usine qui met au fur et à mesure qu'il avance ce qu'on appelle des voussoirs, qui sont des pièces en béton déjà réalisées, qui arrivent au fur et à mesure de l'avancement du tunnelier et qui permettent de faire la voûte vraiment en temps réel derrière la tête qui avance et qui creuse. J'ai fait mon petit calcul sur... Donc c'est en gros 4 à 5 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, pour l'année qui vient, c'est 4,5 milliards de dépenses programmées. C'est 20 millions d'euros par jour. C'est ça, c'est ça. Près, hein. J'ai pris à peu près 250 jours ouvrables. Et dans la période actuelle, c'est évidemment un élément fondamental de la relance de notre économie, puisque nous n'avons doute pas, jamais arrêté. Mais en fait, ma question, c'est, quand on gère un tel truc, le plus important pour vous, c'est quoi? C'est des compétences techniques, par exemple? Ou c'est des compétences de management, de gestion de chantier, d'éléments comme ça? C'est tout ça. C'est tout ça, parce que pour faire avancer un projet comme ça, il faut déjà des techniciens dans les machines. Il faut des pilotes de contrat, il faut des comptables, il faut des financiers. La Société du Grand Paris, pour ne parler que d'elle, elle sera passée de 200 personnes en 2018 à plus de 800 en début d'année 2021, et nous serons à peu près à 1000 à la fin de cette année. Oui, mais ça, c'est dans les seuls chiffres gigantesques de cette histoire, c'est peut-être le seul qui pourrait inquiéter ceux qui regardent Bismarck d'habitude. C'est-à-dire, on se demande si c'est pas une inflation de technostructure. Vous voyez le sujet. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 1000 personnes pour gérer une telle histoire? Pour gérer 4,5 milliards de dépenses par an, oui, vous en avez besoin, absolument. Vaut mieux. Je pense que c'était... J'ai lu quelque part que vous disiez, c'est super intéressant, en fait, gestionnaire de grands projets, ça ne s'apprend nulle part. Il faudrait presque une école de formation de la gestion de grands projets. Il n'y a pas d'école de formation de maître d'ouvrage. En fait, c'est plus... Que ce soit un grand ou un petit projet, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes un maître d'ouvrage, vous êtes celui qui doit à la fois dire ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous avez un jour refait votre appartement, mais déjà, savoir ce qu'on veut, c'est pas évident. Savoir gérer les contingences économiques, techniques, juridiques, et puis les voisinages, parce que là aussi que vous politique, attendez, politique. Et politique. Oh. Et politique. On ne va pas en parler là, hein, mais politique. Voisinage, j'ai vu ça. Alors, et j'y avais pas pensé du tout. En fait, le confinement, ça a été une épreuve
encore plus difficile Oui. pour ceux qui sont au bord de ces chantiers. Ça a été, mais c'est une épreuve pour tout le monde. Ça a été une épreuve pour ceux qui sont au bord des chantiers, ça a été une épreuve pour ceux qui sont dans les chantiers. Quand vous avez eu le confinement du mois de mars dernier, brusquement, vous n'aviez plus d'hôtel pour loger les techniciens. Vous avez une bonne partie des gens sur les chantiers qui viennent de loin. Ils n'avaient plus la possibilité, pour ceux qui venaient d'autres pays européens, de franchir la frontière. Et puis quand enfin tout ça a pu se régulariser, il a fallu apprendre à travailler différemment en gérant le geste contact sur un chantier. Donc ça a été difficile. Vous avez une idée, comme vous mesurez tout, et c'est vrai que c'est un des grands trucs, le surcoût imposé par les normes sanitaires. Dans le bâtiment, ils disent en fait, ça dépend des chantiers, ça peut aller de 10 à 20%. Enfin, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile et la crise n'est pas derrière nous encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quotidiennement, les entreprises se battent pour revoir l'organisation, parce que vous avez un cas contact, vous avez quelqu'un qui a été déclaré positif, donc il faut revoir les équipes. Donc aujourd'hui, c'est une instabilité supplémentaire. Et comme j'imagine, il y a des effets de domino, tout se tient. Tout se tient. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, moi je salue le travail des entreprises, parce que depuis cet été, on a rétabli l'avancement normal. On n'a pas repris du retard depuis l'été dernier. Mais c'est un travail particulièrement harassant et qu'elles font avec engagement. Mais je veux en revenir aux particuliers. En fait, c'est une de mes questions. Est-ce que vous êtes en train, sur un tel chantier, est-ce que vous êtes en train d'inventer des solutions qui serviront aux travaux publics? Vous voyez, c'est un peu aller sur la Lune quand même, ce que vous êtes en train de faire. Et on sait que derrière, il y a des retombées sur l'ensemble de la chaîne aéronautique, par exemple. Est-ce que vous êtes en train d'inventer des solutions? Alors sur la chaîne aéronautique, je ne saurais pas vous dire. Non, je parlais de mon association avec la Lune. Mais en revanche, oui, il y a de nombreuses innovations. On a innové en fabriquant ce qu'on appelle une météo des chantiers, qui donne, en fonction de l'activité, des informations aux riverains sur les conditions de nuisances sonores que le chantier va générer. C'est important si vous voulez. Donc les gars, au début de la semaine, ils savent. Vous avez à peu près l'activité et les conséquences sur le bruit. On a utilisé, vous évoquez d'aller marcher sur la Lune, on n'est pas allé jusque-là, mais on utilise des techniques satellitaires pour mesurer la déformation du terrain quand un tunnelier vient de passer, pour s'assurer que les choses se passent bien et être capable de mesurer éventuellement un début de désordre qu'il faudrait évidemment immédiatement remédier. Ouais. Donc effectivement, le projet nous a amené à inventer de nouvelles technologies ou de nouveaux mises en œuvre de ces technologies existantes. Nous travaillons sur des solutions de béton bas carbone pour limiter là aussi l'impact, y compris pendant la construction des gaz à effet de serre, des gaz émissions à effet de serre. Mais ça, ce sont les industriels des matériaux qui Ce sont nos maîtres d'œuvre, en fait, les entreprises. Ils servent de la masse du chantier pour innover. Ouais, c'est ça. Pour innover. Il y a toujours des endroits où on peut essayer de faire des tests, où on peut essayer d'avancer, où on peut être en méthode test and learn sur un truc aussi gigantesque. Et je suis convaincu que les prochains marchés que nous allons attribuer dans les mois qui viennent, puisque nous avons encore à peu près 10 milliards de marchés à attribuer d'ici les élections présidentielles, pour vous donner l'ordre de grandeur. Sur quoi? C'est 38 milliards, je crois, les derniers chiffres. Alors c'est en valeur 2012, c'est 35 milliards. Ouais. Mais si on raisonne en euros courants, puisque à la fin, c'est pas des euros 2012 qui sont dépensés, c'est les euros de l'année en cours, vous êtes aux alentours de 43 milliards à peu près. Sur 25 milliards au départ. Hein. Voilà. Et ça, c'est la vie des grands projets. Et je pense surtout que les chantiers qui vont être réalisés dans les 5 ans qui viennent ne seront pas réalisés comme ceux qui ont été faits jusqu'à présent. Parce qu'il y a eu une courbe d'apprentissage. Parce que vous savez, quand le premier chantier a commencé, on n'avait plus fait de métro depuis 1995-1998. Ça faisait longtemps quand même. Vous savez à quoi ça me fait penser? Furieusement, ça me fait penser à Areva qui recommence à construire un réacteur nucléaire. C'est exactement la même chose. Alors qu'ils n'en ont pas construit depuis 20 ans. C'est exactement la même chose. Je pense que les industriels, l'ingénierie a dû réapprendre à grande échelle à faire des projets aussi complexes au tout début de l'histoire du Grand Paris Express. Et ce savoir, j'en suis convaincu pour échanger assez souvent sur les chantiers avec les entreprises, va être particulièrement intéressant pour améliorer la suite jusqu'à la fin complète en 2030. Mais même intéressant, c'est-à-dire que... en coût et en délai. Oui, mais vous créez aussi une sorte de précédent à l'international. C'est-à-dire ça va être... savoir-faire et de savoir-faire. Ah bah oui, ça va être une carte de visite passionnante pour ces entreprises que de dire j'ai participé à ce chantier. Oui, et je pense que le projet de métro tel qu'on le réalise, il répond aussi à tellement d'enjeux de notre siècle. Lutter contre les gaz à effet de serre, reconstruire la ville sur la ville. On dit beaucoup, il ne faut pas aller construire sur les terres agricoles, sur les terres naturelles. Évidemment, il vaut mieux reconstruire la ville sur la ville, mais c'est compliqué, c'est cher. Et le métro, il va nous permettre ça. Ah oui, et puis vous parlez à un banlieusard, né en banlieue, grandi en banlieue, etc., désenclavé. C'est le désenclavement. Désenclavé. C'est la révolution que vous allez apporter, ça, pour le coup. Ça. Mais, alors, et justement d'ailleurs, là-dessus, les taux négatifs sauvent une partie du chantier, c'est-à-dire, vous émettez, et vous avez émis, je crois récemment, des obligations vertes, green bonds,
Alors ça, c'est un marché nouveau, mais sur lequel il y a peut-être 100 fois plus de demandes que d'offres. Très prometteur, très prometteur. Oui, voilà. Donc j'imagine que ça s'est placé à des taux qui sont des taux finalement très très intéressants. Les dernières émissions obligataires de l'an dernier se sont traitées à peu près à 60 points de base, 0,6% pour 50 ans. Donc ça vous donne effectivement, alors que nous étions initialement sur des prévisions à 3,5. Un peu plus court, vous pouviez mettre à taux négatif pratiquement. Il fallait aller à 10 ans. Et vous savez, voilà, c'est ça, fallait aller à 10 ans. Notre enjeu, c'est quand même d'avoir une dette la plus longue possible. Et puis les conditions sont quand même assez exceptionnelles. Il faut en profiter. Ça change un peu la donne, enfin la façon dont vous gérez l'ensemble de cette histoire, parce que c'était quand ? C'était il y a 2-3 ans, il y a eu une pression financière sur ce chantier, et ça permet de l'alléger totalement en fait. Oui, ça permet effectivement de dire on va aller au bout de cette histoire. Ça permet effectivement de répondre à deux soucis. Un souci qui avait été exprimé en 2017 par la Cour des comptes, qui s'était inquiété qu'on ait une dette qu'on n'arrive jamais à rembourser. Je dirais, les conditions de financement d'aujourd'hui nous permettent de sécuriser le projet à minima jusqu'à la fin du prochain quinquennat, 2027. Les conditions de financement, elles sont politiques de toute façon. Les conditions de financement, elles dépendront à un moment ou à un autre des taxes que nous, contribuables, nous voudra bien payer ou... non, parce que là ce que je vous dis, c'est à taxe constante. C'est-à-dire au niveau de taxes actuelles, sans augmenter les taxes, je dis bien sans augmenter les taxes... C'est un enjeu pour vous, ça ? C'est un enjeu pour le projet, oui. C'est un enjeu pour le projet de pouvoir effectivement le mener à bien jusqu'à son terme, sans avoir effectivement à revenir vers le Parlement et à augmenter la fiscalité. C'est absolument essentiel. Il y avait, je crois que c'était Gilles Carrez, gardien intransigeant de la finance publique, Gilles Carrez. Enfin, vous connaissez forcement Gilles Carrez. Bien sûr, bien sûr. C'est un des grands pères du modèle de la Société du Grand Paris. Et qui avait dit, et moi je trouve que c'est intéressant, donc ça s'appelle externalité positive en économie, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui profitent parce qu'ils habitent là, de ce qui va surgir de terre, du désenclavement, etc. et tout, tiens, une petite taxation sur leur immobilier. Et j'ai vu que vous disiez, moi, je ne veux pas parler de ça, mais globalement, ce n'est pas une bonne idée d'en rajouter. Enfin, c'est... Ouais, je sais pas, c'est toujours pourquoi rajouter de la fiscalité quand on peut ne pas en rajouter. Je pense que c'est quand même toujours une donnée macroéconomique importante. Parce que c'est de l'enrichissement sans cause. Voilà, parce que si on peut faire de manière économique, pourquoi s'en priver ? Oui, non. On peut gagner de l'argent sans priver. Je pense que c'est pas parce que nous sommes un établissement public qu'on ne doit pas à la fois chercher des économies et à la fois gagner de l'argent quand on peut le faire. Encore une fois, je pense que les conditions économiques du moment sont extraordinaires. Et elles sont extraordinaires pour baisser les coûts, ce que nous faisons, mais aussi extraordinaire pour sécuriser le projet. Et ça, je pense que c'est important pour tout le monde, pour les élus, pour les entreprises, et puis pour toutes celles et ceux qui vont demain investir dans les quartiers de gare. Savoir qu'une gare va se réaliser, c'est quand même une donnée importante si vous devez développer un projet immobilier ou faire un choix de vie. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Enfin, ce serait ahurissant maintenant de ne pas aller au bout en fait de l'ensemble de cette ambition qui est là. Tiens, si je peux me permettre une critique d'ailleurs, parce que j'ai pris ce schéma simplifié. Oh là, il est ancien celui-là, il date d'avant 2013. Ouais, mais alors le vôtre, non, mais alors le vôtre sur votre site, il est bien foutu, mais alors il n'est pas justement, il manque de couleurs, il manque de, vous voyez ça. Mais je crois qu'à l'époque, je crois que c'est en 2013. Que le choix a été fait par le gouvernement d'abandonner les couleurs pour donner des numéros comme les lignes du métro parisien. Oui, mais on peut garder les deux. Voilà. Oui, mais du coup, il y a des choses qui sont pas exactement comme elles se feront. Qu'est-ce qui va pas sur mon... Parce que j'ai essayé de comparer par rapport... C'est des détails alors, parce que les lignes sont grossies, il n'y a pas tout, mais les lignes sont grossies, voilà. Sur quel point est-ce que ça... Là, vous avez l'impression que, par exemple... Il ne va pas jusqu'à Charles de Gaulle, alors qu'il y va. Voilà. Alors qu'il y va. Non, mais ça limite, c'est pas très... Non, là, vous avez l'impression que, par exemple, quand vous venez de Nanterre ou de la Défense, vous pouvez aller directement à Clichy-Montfermeil sans changer. Alors qu'en fait, le métro qui va venir de Nanterre à Saint-Denis-Pleyel, il va naturellement continuer jusqu'à Bobigny et aller jusqu'à Champigny. Tiens, ça a été un des défis, par exemple, auquel il a fallu renoncer, c'est construire sous le parvis de la Défense. Je crois qu'au départ... Il y avait l'idée de construire sous le parvis de la Défense. Il y avait la première solution qui avait été envisagée était de construire la gare de la Défense sous le centre commercial des 4 Temps. Ah voilà, c'est ça. Et c'est effectivement très compliqué. C'est peut-être 5 à 10 fois plus compliqué que la gare que la SNCF réalise aujourd'hui sous le CNIT pour réaliser la gare de Éole. Et donc ça a été effectivement un choix que nous avons fait de chercher une solution moins compliquée,
j'ose pas dire plus facile, tellement faire un métro, c'est toujours compliqué, mais n'empêche moins compliqué que celle qui consistait effectivement à réaliser quelque chose. En se décalant de quelques centaines de mètres, en fait. À peine 120, 130 mètres, en le mettant un petit peu plus au sud-est. C'est fascinant. Alors, quand même, vous le dites, vous avez donné le chiffre là, des appels d'offres qui restent aujourd'hui à lancer. Comment est-ce que vous garantissez, enfin, je crois que dès le départ du projet, il y a eu une idée, OK, on a Vinci, Bouygues Eiffage, c'est très bien, mais il faut essayer d'agréger. Je crois qu'il y a combien? Il y a 1000 fournisseurs aujourd'hui autour du chantier? Il y a 1000 fournisseurs avec lesquels nous sommes en contrat. Mais si on regarde ceux depuis le début, c'est plusieurs milliers d'entreprises qui ont travaillé pour la Société du Grand Paris. Est-ce que vous avez ça en tête? Essayer de faire profiter un maximum l'ensemble de l'écosystème de ce chantier incroyable et peut-être justement aider à la croissance d'un certain nombre de PME, d'entreprises de taille intermédiaire. Oui, c'est important. C'est important déjà parce que quand on est un projet de cette taille-là, il est de facto responsable d'entraîner avec lui le maximum d'acteurs économiques de notre pays. Mais c'est aussi une condition de réalisation pour le projet, parce que si vous n'avez pas le maximum d'entreprises qui répondent aux appels d'offres, vous risquez d'avoir des prix plus importants. C'est une bonne vieille de l'économie de l'offre et de la demande. Donc nous avons notamment beaucoup expliqué, notamment en province, l'intérêt pour des PME, des PMI, de venir répondre à des appels d'offres. Vous avez été les chercher dans toute la France? On est allé les chercher, on est allé présenter le projet, on a montré qu'il y avait de la place pour elles, et certaines ont accepté de venir répondre. Aujourd'hui, on évalue à peu près à un peu moins d'1 milliard le volume consacré, payé à des entreprises situées et basées en province. Donc ce n'est pas complètement négligeable. 1 milliard sur combien qui a été dépensé à ce stade? Aujourd'hui un peu moins... Un vingtième, quoi. Un peu moins de... Non, on a dépensé une quinzaine de milliards à peu près. Et la part du lion, elle est quand même pour les 3 gros? Oh non, pas du tout. Je n'ai pas les chiffres en détail parce qu'il n'y a pas que du génie civil. Vous avez aussi les volets industriels, vous avez les travaux ferroviaires, vous avez les automatismes, vous avez le matériel roulant. Donc vous n'avez pas que du béton. On oublie souvent qu'un métro, ça n'est pas que du béton, c'est aussi beaucoup de technologie. Mais le matériel roulant, par exemple, c'est pas vous, ça. Après, ce sera le STIF qui s'occupera de tout ça. Oui, mais il a été. Oui, c'est ça. Il faut le prévoir au départ. Non seulement il faut le prévoir, mais vous pouvez pas sur un métro automatique penser le matériel roulant de façon distincte de l'infrastructure. Sinon, vous risquez d'avoir de grosses difficultés le moment venu. Quand vous réfléchissez à ce qui peut se passer là, parce qu'il nous reste 2 minutes dans cet entretien passionnant, le plus grand écueil devant vous là. Est-ce qu'il y a encore, par exemple, un écueil technique devant vous sur lequel les ingénieurs se grattent encore la tête? Vous savez, il y en a au moins 2 qui vont nous occuper jusqu'à la fin. Les travaux souterrains sont en permanence sujets à surprise. Tant que vous n'avez pas fini les travaux souterrains, c'est quand même un gros aléa. Et puis ça, c'est le sol de l'Île-de-France en plus. Et le sol de l'Île-de-France est tout sauf simple. On compare souvent avec le challenge du tunnel sous la Manche, mais le tunnel sous la Manche, c'était simple. Ouais. C'était une terre très homogène qu'on appelle de la craie. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis le deuxième aléa technique, c'est la partie système, la partie automatisme, avec des essais qui vont être longs, compliqués et sensibles. Et on n'aura jamais au monde mis en service d'un seul coup autant de lignes de métro. Et ça va être un autre challenge pour les ingénieurs qui travaillent sur ce projet. Ça vous porte tout ça, non, quand même, hein? C'est un projet passionnant. Vous y êtes depuis combien de temps? Depuis mars 2018, j'avais vu. Ça fera bientôt 3 ans, oui. Et parce que ça va se faire petit à petit, si je suis en train de dire la fin du projet, il n'y aura pas un moment où vous allez... je pense à George Bush sur son porte-avions, la mission accomplie. C'est-à-dire ça va se faire petit à petit. Des métros vont commencer à tourner petit à petit. C'est une somme d'étapes. Pendant que le chantier continuera. C'est une somme d'étapes. Chaque année, nous franchissons une nouvelle étape. Par exemple, en 2020, malgré le Covid, nous avons soudé le premier rail du métro. Comment ça, souder le premier rail? Souder, vous savez, les rails, ce sont des rails qui n'ont pas de coupure. C'est pas le tagadam du train de notre enfance. C'est un rail complètement continu. Et donc vous avez des morceaux de rail qui sont soudés. Donc le premier, il faut bien commencer un jour. Ouais. Ça a été en mars dernier, du côté de Noisy-Champs. Et donc ça, c'est une étape symbolique forte quand on fait un projet ferroviaire. Ah, puis ça fait Far West, quoi. Ça fait pogner. Ça fait un peu Far West. Puis vous allez avoir une autre étape symbolique cette année. C'est l'achèvement des travaux souterrains entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs. Tous les tunneliers seront arrêtés. Ils auront fini de creuser. Et puis, là, on aura un tunnel continu de combien de kilomètres? De 32-35 kilomètres. Donc les travaux ferroviaires pourront se déployer sur leur totalité. Les aménagements des gares, c'est 16 gares qu'il faut aménager avec à la fois la technologie, les escalators, les aménagements habituels d'un bâtiment qui doit recevoir
beaucoup de public. Donc c'est tout ça qui va petit à petit basculer. Jusqu'en 2035 ? Non, sur l'achèvement total, le moment où aujourd'hui on est sur la société, le président du directoire ou la société du Grand Paris sera peut-être dissoute d'ailleurs, enfin j'en sais rien. Il faudra quand même qu'elle gère la dette, elle en a au moins 5 ans derrière. Donc, il faudra au moins quelqu'un qui soit là pour rembourser les dettes, sinon les investisseurs qui nous écoutent vont être inquiets. Aujourd'hui l'objectif sur lequel nous travaillons, c'est d'avoir tout fini pour 2030. Alors évidemment, ça dépendra des résultats des appels d'offres qui sont en cours. Si les appels d'offres montrent que ça peut être un peu moins, tant mieux. Que c'est un peu plus, il faudra bien s'adapter au réel, parce que je crois que sur un projet de cette ampleur, le réel est quand même celui qui a le dernier mot. Donc il faut évidemment y prêter attention. Mais effectivement, à l'horizon 2030, c'est la totalité du réseau qui sera finie. Thierry Dallard, donc le président du directoire de la Société du Grand Paris, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain pour d'autres aventures.